Donc moi, je m'appelle Sofiane, je suis du cabinet Ogo Avocat. Ma collaboratrice Elodie Dardichon est aussi présente. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler, vous parler du télétravail, parce que je pense que vous avez pas mal de questions concrètes sur le sujet. Je vais essayer d'aborder les choses de manière simple et de manière accessible, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le fil de conversation, ou alors vous pouvez prendre la parole, parce qu'on n'est quand même pas non plus super nombreux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Comme vous pouvez constater, moi, je suis moi-même en télétravail. Je suis sur une magnifique aire d'autoroute parce que j'étais en audience ce matin et que, malheureusement, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. Donc, vous voyez, c'est les joies du direct. L'essentiel, c'est que je puisse faire la formation et que je puisse vous donner des infos sur ce qu'il faut comprendre là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le télétravail avec Mathilde? Parce que, en fait, pour une raison simple, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur le télétravail depuis ces derniers temps. Beaucoup de choses qui sont en fait tout simplement fausses. Il y a beaucoup de on-dit, de machin, etc. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans ce qui peut être fait, ne pas être fait par les employeurs. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est justement de vous accompagner là-dessus pour que derrière, vous sécurisiez un peu la mise en place du télétravail si vous deviez le mettre de manière en place, on va dire de manière pérenne dans vos entreprises. C'est ça vraiment l'objectif, c'est de vous donner un aperçu global de ce que c'est le télétravail et de comment est-ce qu'on le met en place. Il faut prendre en charge des frais, des choses comme ça, etc. Sachez que, avant de faire la présentation, je vais partager une fenêtre. Une fenêtre. Voilà. Sachez que nous avons développé une charte télétravail pour Game Only, justement. Alors, je reviendrai sur la notion de charte, avec aussi un guide pratique. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Et je vois aussi un document d'information passage télétravail. Je vous expliquerai ce qu'il en est. L'objectif, c'est que justement, vous commenciez à avoir, c'est l'idée avec Game Only. Nous, on est spécialisé dans le conseil auprès des employeurs. L'objectif, c'est que justement, petit à petit, par Game Only, vous ayez une boîte à outils sur un certain nombre de sujets. Là, justement, vous allez avoir une boîte à outils sur le télétravail avec donc une charte télétravail prête à l'emploi, un document de passage de télétravail, un guide télétravail, ce qui vous évite finalement un peu des coûts complémentaires, faire appel à un avocat sur ce sujet-là ou faire appel à un conseil quel qu'il soit. Là, en fait, il n'y a pas besoin. Avec Game Only, on le fait déjà et vous avez ces documents. J'insiste beaucoup parce que je pense que ça fait vraiment partie de la stratégie de Game Only. C'est quand même de vous proposer des services. Et là, pour le coup, c'est un super service qui vous est rendu. Et donc, n'hésitez pas à aller vous approprier les documents qu'on aura mis à votre disposition. Normalement, avec l'information d'aujourd'hui, vous saurez justement finalement comprendre mieux le pourquoi du comment, du contenu de la charte, parce que la charte, elle a un certain contenu, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, recourir au télétravail. Le plan est très simple. Il y a mettre en place le télétravail, les conditions de télétravail, le coût du télétravail et le télétravail dans le cadre du Covid-19. Mais vous verrez que c'est pas que dans le cadre du Covid-19, c'est plus globalement dans le cadre d'une épidémie ou de circonstances un peu exceptionnelles. Pourquoi est-ce que je termine par ça? Parce qu'en fait, avant de terminer par l'exceptionnel, il faut parler du principe de comment est-ce que fonctionne globalement le télétravail. Et après, on verra effectivement l'exceptionnel où on est dans des circonstances un peu particulières. Vous me coupez s'il y a des questions. Vous n'hésitez pas à prendre la parole parce que du coup, comme je suis en train de présenter, j'arrive pas à voir si vous me posez des questions en fait. En réalité, vu que je fais la présentation, j'ai pas sur l'écran, je vous vois plus parce que je suis en full écran. Mettre en place le télétravail. Bon, il y a une croyance qui est assez importante quand même et qui perdure dans le temps. Il y a une croyance selon laquelle le télétravail doit être absolument mis en place par avenant au contrat de travail. Je ne sais pas d'où vient cette croyance, je ne comprends pas vraiment sa raison d'être, parce qu'en fait, en réalité, le télétravail, c'est simple pour le mettre en place, et c'est simple depuis 2017. Parce qu'en fait, justement, avant, il n'y avait pas vraiment de cadre juridique au télétravail. Dans la loi, il n'y avait rien vraiment de très explicite. On avait juste un accord national interprofessionnel, j'expliquerai ce qu'il en est, qui venait encadrer le tout. Mais on ne savait pas vraiment comment est-ce qu'on devait mettre en place le télétravail. Est-ce qu'il fallait un avenant au contrat de travail? Est-ce qu'il fallait un accord collectif, une charte? Bref, on était un peu dans le flou. Et donc on a décidé de simplifier les choses. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de simplifier les choses? Parce qu'il faut bien que vous compreniez quelque chose qui est la base de tout le raisonnement. Le télétravail n'est pas un droit pour le salarié. Le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail des salariés.
Ça veut dire qu'il revient uniquement à l'employeur d'apprécier si effectivement on met en place le télétravail. Parce qu'effectivement, on peut se poser plein de questions pour savoir si on met en place le télétravail. Il y a plein de questions pratiques qui peuvent se poser pour savoir si finalement le télétravail est pertinent ou pas dans le cadre de mon entreprise. Déjà, la question qui paraît toute bête. Est-ce que finalement j'ai un salarié qui a suffisamment une autonomie qui est suffisante? Si j'ai pas d'autonomie suffisante et que j'ai besoin d'avoir justement dans certains métiers, vous savez, on fait juste de l'exécution. Si on fait juste de l'exécution, on a besoin d'avoir un travail en équipe et donc on a besoin d'avoir un supérieur hiérarchique qui est présent et qui est là pour nous accompagner lorsqu'on a la moindre question. Et ça dépend justement de notre mode de collaboration, ce qui n'est pas trop le cas dans votre secteur. Dans votre secteur, justement, et c'est là où c'est intéressant le télétravail, dans votre secteur, globalement, les métiers font que le télétravail est plutôt quand même compatible avec vous. Parce que vous travaillez sur des supports qui sont déjà dématérialisés, vous travaillez avec un ordinateur, un téléphone, il ne vous faut pas grand-chose de plus pour travailler, sauf peut-être certains métiers. Sofiane, Pardonnez-moi, je commence à peine à être dans le milieu Excuse-nous, Sofiane, ça coupe. Donc je ne connais pas, que je vais dire qui ne sont pas. Je connecte avec mon téléphone. C'est peut-être parce que c'est pas sur mon téléphone. Je me reconnecte avec mon téléphone. J'arrive. Hop. On est super sage, quoi. Pendant la petite pause, Théo, donc là, on va parler de charte de travail, de charte pour le télétravail. Est-ce qu'on a à disposition un modèle de règlement intérieur? Attends, je vais peut-être m'arrêter du coup. Ok. C'est une très bonne question, je suis d'accord avec ça. Si on pouvait avoir quelque chose type, ce serait une bonne idée. Alors, pour la petite histoire, je pensais l'avoir depuis février. J'en ai toujours pas. Donc voilà. Donc si effectivement Game Only on en a un modèle, c'est juste génial. Alors, je me permets, en principe, normalement, le cabinet a transmis justement un modèle non pas de règlement intérieur, mais de charte qui sera un outil, mais Sofiane vous expliquera un peu plus, un outil pour vous permettre de mettre en place le télétravail pour l'entreprise. Est-ce que c'est bon, ça fonctionne? Vous m'entendez bien? Oui. Ça coupe plus? Oui. Merci Elodie, bon. Merci Théo. Alors, du coup, je sais plus. Ah si, Elodie, tu peux faire la présentation du coup parce que là, je peux pas avec mon téléphone, je peux pas faire la présentation du PowerPoint, ça marche pas. Il faut juste que tu fasses partager avec mettre l'onglet que tu veux partager. Voilà. Donc ce que je disais. Donc il y a plein de questions qui peuvent se poser par rapport en fait au télétravail et finalement les postes qui seraient éligibles au télétravail. Parce qu'effectivement, on peut se dire est-ce que finalement j'ai un métier qui est compatible avec le télétravail. Moi, pour l'instant, je connais pas encore tout à fait vos métiers. Il y a peut-être des choses que je vais dire qui ne sont pas totalement justes parce qu'effectivement, je ne sais pas vraiment comment est-ce que les choses fonctionnent dans vos métiers particuliers. Donc, vous m'excuserez par ailleurs et n'hésitez pas justement à me dire non mais là ça c'est pas juste dans notre métier. Par exemple, je suppose que parfois on a besoin d'avoir des machines très puissantes, des ordinateurs très puissants. Est-ce que ces ordinateurs forcément, il faut qu'ils soient équipés. Est-ce que ça peut être des ordinateurs portables ou est-ce que maintenant il faut qu'on ait un ordinateur fixe et il faut forcément que ce soit au boulot. Vous comprenez? Donc c'est en fait toutes ces questions-là qu'on va se poser avant même de parler de la mise en place du télétravail. En fait, on va se poser la question de savoir si effectivement le télétravail, ça correspond à quelque chose qui est compatible par rapport à l'activité de mon entreprise. Déjà, ça c'est le premier point. Et on va identifier en fait dans l'activité de mon entreprise, les postes qui sont éligibles et qui pourraient justement être compatibles. Tous les postes ne sont pas forcément compatibles avec le télétravail. Il y a des postes qu'on n'imagine pas
avoir justement en télétravail. Et c'est en fait toutes ces questions pratiques qu'il faut se poser avant même de réfléchir à quel est le support juridique qu'on va pouvoir utiliser. Est-ce que vous avez un exemple de choses là dans vos entreprises à vous, vu que je les connais pas toutes? Est-ce qu'il y a des postes, des fonctions finalement qui seraient vraiment incompatibles avec le télétravail, ou alors est-ce que vous pensez que tout peut se faire en télétravail? Vas-y. Allez-y. Bon, bah, j'y vais. Moi, nous, on est tous en télétravail actuellement, donc du coup, c'est que c'est possible. Oui, mais pour vous, Pareil. je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Oui, pareil. Oui, pareil. Donc, ça veut dire que globalement, on est dans des métiers où on peut organiser le télétravail de manière simple, parce que justement, tout le monde peut télétravailler. La question qui va se poser, c'est l'année prochaine, quand on va avoir la restriction, parce que c'est ce que je vous ai dit, là, on va parler du cadre normal du télétravail et pas du cadre exceptionnel. La question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on organise le télétravail dans un cadre habituel où effectivement, on aura soit full télétravail, parce que c'est un choix de l'entreprise de se dire j'ai plus de locaux, je veux plus avoir de bureau et je suis full télétravail et je m'organise différemment pour avoir des réunions d'équipe, etc. Soit je suis juste quelques jours par semaine en télétravail et le reste du temps, je suis en physique dans les locaux de l'entreprise. Ça, c'est les deux modes d'organisation qui vont vraiment se développer. Il y a des boîtes qui l'ont fait depuis bien longtemps. Il y avait IBM qui avait même, dans les années, je crois que c'est dans les années 90, qui avait en fait une grande campagne de full télétravail qui est complètement revenue sur la pratique parce que ça convenait pas pour des questions de management, de plein de sujets. Vu la taille de l'entreprise, c'était compliqué de créer une osmose, etc. Mais c'est vrai que là, avec ce qu'on a vécu avec la crise du Covid-19, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous pousse à se poser la question de savoir comment est-ce que on veut organiser notre entreprise demain. Ça peut être du full télétravail, ça peut être une partie en télétravail, parce qu'en fait, le télétravail, c'est pas forcément le travail à la maison. Et ça, c'est la slide numéro 5, justement, où il faut vraiment que vous compreniez que le télétravail, ça peut être n'importe où. En fait, ça peut être à domicile, bien évidemment, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus courant. Alors, surtout en période de crise Covid-19, où malheureusement, on n'a pas trop le choix que de bosser de chez soi. Mais moi, j'avais des clients qui, avant justement la crise Covid-19, avaient du télétravail dans des lieux tiers. C'est-à-dire dans des lieux qui ne sont pas vraiment le siège social ni finalement un établissement de l'entreprise. Ça va être un espace de coworking, un café, un resto avec lequel j'ai conclu un truc. Par exemple, j'ai un café où je paye en fait à l'heure et je vais conclure une convention avec eux où je sais que mes salariés vont pouvoir venir finalement toute la journée, voire une partie de la journée, et consommer en fait finalement un certain nombre de cafés, voire de manière illimitée, en fonction de la convention que je vais avoir avec ce café. Et ça, c'est du télétravail parce que il n'y a pas de lieu identifié finalement de travail. On est juste dans un endroit un petit peu différent, mais le télétravail n'est pas forcément conçu comme étant le domicile du salarié. C'est un peu important de le comprendre parce que aujourd'hui, ça veut dire que effectivement, si j'ai plus du tout de bureau, et je peux avoir quelques lieux où finalement je vais faire bosser mes salariés qui seront pas vraiment des lieux de travail à proprement parler classiques. Ça va pas être un établissement, le siège social, des choses comme ça. Ça, ce sera considéré comme du télétravail, d'accord? Et c'est vrai que c'est très pratique parce que c'est une nouvelle manière d'envisager le travail, une nouvelle manière de travailler pour les salariés. Ok, donc il faut vraiment comprendre que on est dans cette idée que le télétravail ça peut ne pas être que à domicile. La seule chose qu'on exclut c'est quand on bosse chez le client. Là, quand on bosse complètement chez le client, là c'est plus du télétravail. Ok, donc comment est-ce qu'on recourt au télétravail? Ça, c'est ce que je vous disais. Il y a une croyance ferme qui est qu'on doit le mettre dans le contrat de travail. C'est complètement faux. On n'a strictement aucune obligation de le mettre dans le contrat de travail. En 2017, on a dit, on va faire les choses beaucoup plus simplement. On a 3 manières de mettre en place le télétravail. La première manière, c'est de négocier un accord collectif. La deuxième manière, c'est de mettre en place une charte de télétravail. Je reviendrai dessus. Et la troisième manière, c'est juste de se mettre d'accord entre le salarié et l'employeur. Se mettre d'accord, ça ne veut pas dire se mettre d'accord dans le cadre d'un avenant au contrat de travail. On peut simplement signer un papier où on se dit, voilà comment est-ce que ça va fonctionner le télétravail globalement, comment est-ce que on va travailler ensemble dans le cadre du télétravail. D'accord? Ça, c'est important. C'est important parce que l'objectif, c'était justement de développer le télétravail. Et comment est-ce qu'on fait pour développer le télétravail? On fait en sorte que ce soit plus facile à mettre en place pour l'employeur, que ce soit beaucoup plus souple à mettre en place. Un accord collectif,
les entreprises, elles n'ont pas toutes le temps de négocier un accord collectif. Toutes les entreprises ne sont pas à l'aise avec le dialogue social, avec la notion de négociation d'un accord collectif. Même si aujourd'hui, dans les petites entreprises, si je suis moins de 10 salariés, je peux négocier directement avec les salariés. Je sais pas si vous saviez ça, mais aujourd'hui, j'ai moins de 10 salariés, j'ai moins de 11 salariés, pardon. Je peux très bien signer un accord collectif. C'est juste un accord que je fais signer en fait avec mes salariés. Je négocie avec eux. Je leur dis voilà, je voudrais mettre en place le télétravail. Voilà un peu ce que j'envisage. Voilà le contenu de l'accord. Vous êtes d'accord? On fait un référendum. On organise un référendum avec une élection un peu plus classique, à bulletin secret, etc. Et du coup, si tout le monde est d'accord, enfin si on a la majorité, on a notre accord collectif qui est applicable au sein de l'entreprise. Bon, et c'est quand même une démarche. C'est quand même quelque chose qui est pas évident à amener, etc. La deuxième possibilité de le faire, c'est pas l'accord collectif, c'est la charte télétravail. La charte télétravail, nous, on en a élaboré une, justement. C'est quoi? C'est un document unilatéral. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un document écrit, rédigé par la boîte, rédigé par l'entreprise, qui va expliquer comment va se passer le télétravail. Donc, on va expliquer un certain nombre de choses, notamment quels sont les postes éligibles. Je prends des exemples parce que du coup, j'ai la charte sous les yeux. On va parler donc les personnes qui sont éligibles. Comment est-ce qu'on le met en place? Est-ce qu'il y a une candidature? Est-ce qu'il y a un formalisme? Est-ce qu'il y a une période d'adaptation? Comment est-ce qu'on va organiser le rythme de travail, le lien avec l'entreprise, contrôler et gérer le temps de travail du salarié, les équipements qu'on va donner aux télétravailleurs, etc., etc. L'objectif de cette charte, comme de l'accord, finalement, si vous voulez, c'est de régler un certain nombre de questions qu'on va aborder tout à l'heure, des questions qui sont très pratiques. C'est simplement que la différence, c'est le poids juridique. Ça vaut quoi un accord collectif? Ça vaut quoi une charte? Un accord collectif, une fois que j'ai négocié un accord collectif, je peux pas revenir dessus comme ça, d'accord? Je peux m'en débarrasser, c'est vrai, mais je peux pas revenir dessus comme ça. Et puis ça a une valeur en fait qui s'impose finalement à tous les salariés, parce qu'effectivement j'ai mis en place un accord qui va expliquer comment est-ce que les choses vont se passer. L'avantage de l'accord collectif, même pour les petites entreprises, c'est que ça a été négocié quand même avec les salariés. Du coup, c'est intéressant parce que ça suscite quand même l'adhésion des gens. Forcément, on va les consulter, on va leur dire voilà ce qu'on envisage dans le cadre du télétravail. Nécessairement, ils vont se dire ouais, c'est un truc, on a fait ça ensemble, on a créé ça ensemble. Forcément, ils vont se dire ça a plus de poids, et pour les nouveaux entrants, ils vont avoir aussi plus de possibilités de leur expliquer tu vois, nous on a un accord collectif sur le télétravail, on en est assez fiers parce que c'est nous qui l'avons bâti avec le chef d'entreprise. D'accord? Ça, c'est le concept accord collectif. La charte télétravail, c'est si j'ai pas envie de négocier parce que moi j'ai une vision très claire sur les choses, je mets en place de manière unilatérale une charte qui va expliquer comment se passe le télétravail. Si je veux mettre en place le télétravail avec le salarié, il faut quand même que j'ai son accord de principe, mais ça va se faire dans le cadre que j'ai défini avec la charte télétravail. Donc c'est un document juridique qui est opposable à tout le monde et qui permet de dire voilà, si on veut passer en télétravail, voilà comment ça va se passer, voilà quelles seront les conditions de travail. Encore une fois, c'est un document qui a une valeur qui dit qui permet d'anticiper sur tous les sujets qu'on pourrait se poser, finalement toutes les questions pratiques qu'on pourrait se poser dans le cadre du télétravail. Et dernier document finalement juridique, dernier papier qu'on pourrait utiliser, c'est juste on se met d'accord entre le salarié et le chef d'entreprise. Et là c'est très simple. C'est très simple parce que ça peut se faire, ça peut tenir sur un format A4. Ça peut être un peu plus long. Nous, on vous a proposé d'ailleurs un document. On vous les passera à l'écran, les documents très rapidement. On a fait un document qui s'appelle document. Oui. Mais on va revenir dessus sur la présentation. Non, moi non plus. Ouais. Parce que je pense que Elodie, je sais pas si elle est pas. Elodie, on voit plus la présentation. Tu peux nous la remettre? Je comprends pas pourquoi. C'est galère le télétravail. Attends, je vais essayer de partager. Ça fonctionne pour C'est vous? bon là? Je vais réessayer moi avec mon téléphone. Commencer à partager. Non, moi ça marche pas. Ouais, faut que ce soit toi qui partage parce que sinon on peut pas y arriver. Ou Théo, sinon on t'envoie le support Théo si tu veux.
C'est bon, ça. Ah oui, bah, on voit normalement là. Allez, c'est bon, je crois. Donc, vous avez compris que sur le principe, les choses peuvent être très très claires parce que moi je l'ai fait déjà avec des clients, quand on voulait se simplifier la vie, on fait simplement un document qui est finalement un document qui tient sur une feuille A4 disant voilà globalement comment est-ce qu'on va passer sur le télétravail, voilà quelle va être notre relation dans le cadre du télétravail. Ça peut être plus ou moins complet, ça dépend finalement justement de est-ce que vous avez envie d'anticiper sur toutes les questions qui peuvent se poser, et vous allez voir qu'elles sont très nombreuses. Mais je voulais déjà vous rassurer là-dessus parce qu'on se dit tout le temps c'est compliqué le passage en télétravail. Non, c'est pas compliqué. Je peux anticiper. J'ai 3 documents que je peux avoir. L'accord collectif, vous avez compris, c'est une négociation. Il y a, en fonction de la taille de l'entreprise, des règles un peu plus ou moins complexes à respecter. La charte, c'est simple. C'est un document unilatéral. Ça tombe bien. On en a développé une pour Game Only. Donc, vous pourrez très largement vous en inspirer et compléter certaines choses. Vous verrez d'ailleurs quand vous la consulterez, on a fait état d'un certain nombre de sujets sur lesquels justement vous avez de la latitude. Tout n'est pas obligatoire dans ce qu'on a mis, c'est des propositions de formulation. Alors, ça peut être simplifié d'ailleurs, parce que c'est un peu du langage juridique, mais ça peut être simplifié. Mais l'idée, c'était quand même de vous proposer quelque chose pour que vous soyez pas complètement à nu sur ce sujet-là. Et puis, le dernier point, c'est effectivement un document qui est finalement un document d'information de passage sur le télétravail. Élodie, tu peux projeter la charte télétravail juste pour qu'ils voient un peu à quoi ça ressemble? J'ai une question sur le troisième document. Est-ce que ça peut être juste un mail qu'on envoie à l'ensemble des salariés? Tout à fait. Ouais, d'accord, merci. Ça peut être un mail tant qu'on a réussi à avoir l'accord. C'est-à-dire que il faut quand même qu'à un moment donné, oui. C'est ce que je dis en dehors du Covid-19. Je parle vraiment en dehors. D'accord, ok. En dehors de la période épidémie, il faut juste qu'on matérialise l'accord à un moment donné. L'accord oral, c'est toujours un peu compliqué de les démontrer. Donc, il faut qu'effectivement, on ait un échange de mails où le salarié me dit « Ouais, c'est bon, je suis d'accord avec ce que tu me proposes. » Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment très simple. Donc là, tu peux zoomer un peu, Élodie, parce que là, je pense qu'ils vont rien voir. Donc là, vous voyez la charte télétravail. Je vous le dis, elle est très complète. Mais c'est fait exprès parce qu'il fallait qu'on anticipe. Comme elle est pas juste pour une personne en particulier, elle est pour vous d'une manière générale. On était obligé d'anticiper sur un certain nombre de choses. Vous voyez là à l'écran, il y a toujours un préambule pour expliquer ce qu'il en est, mais surtout, vous voyez qu'on s'est posé plein de questions sur finalement les conditions réelles de passage en télétravail. Et on anticipe sur pas mal de choses sur ce sujet-là. Alors, il y a un beau sommaire, etc. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais par exemple, c'est ce que je vous disais sur l'éligibilité. La problématique, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait de soupçon que vous traitez différemment les gens. Donc, justement, on va expliquer, voilà, ça arrive. Moi, j'ai des clients qui exigent, par exemple, d'avoir une ancienneté minimale, ou alors une capacité d'autonomie suffisante pour le poste occupé, où on a un poste qui finalement est compatible avec le fonctionnement du service. Bon, ça dépend. Vous, c'est plus simple parce que vous êtes dans des métiers où effectivement c'est assez naturel. On travaille sur des ordis. Moi, j'ai des boîtes qui ne travaillent pas que sur des ordis, où malheureusement le télétravail c'est pas toujours très simple de le mettre en place. Ou alors on a besoin d'avoir des outils, des choses comme ça qu'on n'a pas en télétravail. Donc ça, c'est important d'avoir une définition sur ce sujet-là. Nous, on vous a fait des propositions. Je rappelle vraiment ce sujet-là, on ne fait que des propositions. Vous pouvez bien sûr améliorer, changer, modifier certaines choses. Il n'y a aucun problème sur ce que vous pouvez faire dans ce cadre-là. Donc ça, c'est sur le document, donc la charte. On a fait aussi un document qui est un document d'information de passage en télétravail. Élodie, tu peux le montrer, s'il te plaît? Vous allez voir, ça reprend vraiment dans les grandes lignes ce document. Il reprend en fait un petit peu finalement les questions de la charte, mais de manière un peu plus pratique. Avec donc est-ce qu'il y a une période d'adaptation, ce sera quoi le lieu de travail, la durée du travail, l'organisation du travail, si on est en forfait jour ou en 35 heures, la question de la charge de travail, du matériel. Des frais, de l'éventuelle réversibilité, c'est-à-dire du retour à un travail sans télétravail, la protection des données personnelles, des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être un document, alors qu'on peut aussi encore plus synthétiser, mais ça peut être un document si le salarié le signe, ou alors me dit, je lui envoie par mail et il me répond, ok, c'est bon, je suis d'accord avec le doc, c'est bon, ça matérialise l'accord du salarié
de passage en télétravail. Et moi, je vous déconseille de mettre le télétravail dans le cadre d'un avenant au contrat de travail. Ça n'a aucun sens parce que si vous faites ça, derrière, vous avez créé un véritable droit pour le salarié de passage au télétravail. Et du coup, pour revenir à un poste sans télétravail, vous êtes obligé d'avoir son accord parce qu'il faut un avenant au contrat de travail. Et l'avenant au contrat de travail, ça n'est que par accord avec le salarié et il pourra toujours vous opposer que dans son contrat de travail, il y a marqué qu'il a le droit au télétravail de telle manière. Donc, je vous déconseille absolument d'avoir un avenant au contrat de travail. Faites les choses simplement. Soit vous avez une entreprise qui est un peu structurée, la charte, c'est quand même pas mal. Soit vous êtes un peu moins structuré, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, tout simplement. Vous prenez un document qui explique, voilà, comment ça va se passer sur le télétravail. Mais c'est important quand même d'avoir un minimum d'informations sur le passage en télétravail, ne serait-ce que pour des questions de responsabilité, comme je vais vous le développer. Est-ce que pour vous, sur ce premier sujet, parce que pour moi, il est fondamental, est-ce que pour vous, c'est clair sur ce premier sujet? Ou est-ce que vous avez des questions? C'est clair. C'est clair, bon, merci. Super. Donc, ok. Très bien. Donc, vous voyez, les choses sont simples sur ce sujet-là. En synthèse, globalement, il faut comprendre que le télétravail n'est pas un droit, qu'on se met d'accord avec le salarié d'une manière qui est finalement assez simple et qu'on peut avoir des documents juridiques plus ou moins complets pour pouvoir finalement passer en télétravail. Ok ? L'objectif étant d'anticiper justement sur ce qu'on va voir tout de suite, c'est-à-dire la question des conditions de travail. La question des conditions de travail, elle est même fondamentale parce qu'il y a plein de choses en fait on n'anticipe pas. Par exemple, est-ce que vous saviez que normalement, il faudrait vérifier que le salarié est bien assuré pour pouvoir travailler de la maison? Première question. Tiens. Oui. Est-ce que d'après vous, il faut faire un diagnostic électrique de la maison? Je crois qu'il faudrait, ouais. Pourquoi il faudrait? Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque en fait par rapport à ces conditions de travail. Tout à fait. Est-ce que je dois prendre en charge des frais du télétravail? Comment ça se passe d'ailleurs là-dessus? Je crois que ça dépend en fait. Si c'est dans le but d'avoir les mêmes conditions de travail que quand il est au bureau, on a une sorte d'obligation. Par contre, payer sa facture d'électricité ou ce genre de choses, c'est pas une obligation. Mais si par exemple s'il a pas de chaise ou un bureau pour vraiment avoir un espace de travail correct, normalement, ça serait à nous d'investir pour ça. C'est ça, non? Est-ce qu'il y a d'autres suggestions que celle-ci? Ouais, de payer un forfait télétravail à notre salarié en télétravail. C'est quoi ce forfait? C'est un forfait, c'est des frais professionnels? Comment est-ce que vous le qualifierez? Non, c'est une sorte de prorata compte tenu des factures qu'il paye quand il télétravaille, sa facture de chauffage, sa facture d'internet, etc. C'est pas des frais professionnels, ça? Oui. Du coup, ça veut dire que, excusez-moi, je vous interromps, mais je fais exprès. Du coup, vous les soumettez à charge sociale? En fait, on a le droit, il y a un certain montant qui est exonéré de charges sociales, en fait, c'est ce qui nous a été conseillé, par notre gestionnaire de paye. C'est faux. Il nous a mal conseillé, alors. C'est pas grave. On va en parler de tout ça, mais je fais exprès de vous taquiner un peu dessus. Comment ça se passe pour contrôler? Est-ce qu'il faut que je contrôle sa charge de travail? Après tout, il se démerde, quoi. Oui. Non, il faut suivre son temps de travail, sa charge de travail, veiller à ce qu'il ne soit pas isolé, veiller à ce qu'il ne se sente pas mal dans la journée. S'il fait un malaise, s'assurer qu'il va bien. Il y a plein de choses. Et comment est-ce que je fais pour surveiller sa charge de travail? Eh bien, ça, généralement, fonction de ce qu'il a à faire. Alors, c'est pas évident, bien évidemment. On se heurte quand même. On est censé contrôler son temps de travail quand même d'une certaine manière et s'assurer que les objectifs qui lui sont mis de manière hebdomadaire sont bien suivis. Ok. Il y a d'autres suggestions par rapport à tout ce qui vient de se dire? Est-ce que d'autres veulent se lancer? Bon, il y a plein de questions à se poser qui sont quand même ultra concrètes et qu'on va aborder. Il y a des choses justes qui ont été dites et d'autres moins justes, mais c'est normal parce que le sujet n'est pas simple. Effectivement,
un des premiers sujets qu'on va aborder. Alors je les aborde pas dans le bon sens, mais on s'en fout, c'est pas grave. Premier sujet qu'on doit aborder dans le cadre du télétravail, avant même la question des frais professionnels, c'est la question des risques professionnels. Vous mettez pas à disposition du salarié un environnement de travail. Il télétravaille soit dans le cadre d'un coworking, soit dans le cadre d'un établissement un peu différent, soit chez lui. Donc c'est pas un environnement que vous maîtrisez. Comme ce n'est pas un environnement que vous maîtrisez, il y a quand même des risques que vous ne connaissez pas. En votre qualité d'employeur, les risques, vous devez les maîtriser. C'est un principe de responsabilité juridique assez simple et assez facile à maîtriser. Vous êtes responsable de la santé et de la sécurité de votre salarié. Dans ce cadre-là, dans le cadre de votre responsabilité, vous devez vous assurer qu'effectivement, il évolue dans un environnement qui est sain. Quand vous êtes dans votre établissement, c'est pas compliqué. Bon, vous avez le document unique d'évaluation des risques qui permet justement de retracer un peu les différents risques. Ça, on en a beaucoup parlé avec la crise Covid-19, mais c'est un document qui existe depuis Louis Padel. Mais au-delà de ça, voilà, c'est vos locaux, vous savez comment ça fonctionne. Bon, quand on est dans les jeux vidéo, globalement, les risques, ils sont pas très importants. C'est pas la même chose quand on est dans l'industrie lourde ou qu'on travaille, par exemple, chez Arkema, etc. Voilà, les risques sont pas les mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que l'environnement de travail, quel que soit cet environnement de travail, c'est à vous, en tant qu'employeur, de garantir la sécurité de cet environnement de travail. Si vous ne le faites pas, les conséquences peuvent être dramatiques, ça peut vous coûter très cher s'il y a un accident, etc. Ok ? Donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a deux sujets qui sont importants. D'abord, la première sujet, c'est l'assurance. Il faut systématiquement vérifier que votre salarié est bien assuré pour bosser finalement de chez lui. Ça dépend des contrats d'assurance habitation. Alors, je suppose que du coup, avec la crise Covid-19, ça va être quelque chose qui va être systématisé dans les contrats d'assurance, mais c'est pas systématique. C'est souvent oublié et c'est normal parce que c'est quand même très particulier. Il faut toujours vérifier que votre salarié est bien assuré dans le cadre de justement de son travail à domicile. Ça, c'est fondamental. C'est le premier réflexe à avoir. Le deuxième réflexe à avoir, c'est effectivement aller vérifier les installations électriques. Quand je dis aller vérifier, c'est pas vous qui allez regarder avec votre tensiomètre si ça va bien. C'est vous faites appel et c'est pour ça que le télétravail c'est pas un droit, c'est parce que c'est là qu'on se rend compte que le télétravail finalement mine de rien ça chamboule les organisations et ça a quand même un coût. Ça a quand même un coût, donc c'est normal que ce soit pas un droit pour le salarié. Du coup, effectivement, la question qui va se poser c'est est-ce qu'il faut pas quelque part aller vérifier ces questions-là? Sur la question finalement de l'aménagement du lieu de travail, il est nécessaire de faire un diagnostic électrique. Moi, avant même de finalement mettre en place le télétravail, c'est les deux sujets que j'aborde systématiquement. Ça, retenez-le bien, parce que si demain il y a un accident, sur la causalité de l'accident, c'est ce qu'on va aller regarder. Est-ce que moi, employeur, j'ai pris les devants sur l'assurance habitation et sur la question de l'électricité? Parce que vous savez pas, vous allez quand même avoir du matériel professionnel peut-être qui va être mis à disposition du salarié. Moi, j'ai quand même des clients qui ont équipé leurs salariés avec du matos qui consomme pas mal d'électricité, un double écran, un ordinateur un peu plus performant, des choses comme ça. Ça consomme de l'électricité. En fonction des lieux de travail des salariés, c'est plus ou moins, ils ont plus ou moins des bonnes installations. Ça dépend de là où ils résident. On peut pas savoir. Les gens qui résident dans des endroits où effectivement c'est pas toujours adéquat. Donc ça. J'ai une question si je peux intervenir. Oui, bien sûr. Là, on est d'accord que c'est pour tout cas de télétravail, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui seraient en télétravail de manière régulière, mais aussi ponctuellement. Oui. C'est-à-dire que moi, si j'ai un salarié qui fait du télétravail une demi-journée par-ci par-là, commodité, merci. Ça veut dire que c'est la même règle pour les deux. On est d'accord? À mon sens, oui, parce que on peut pas prendre de risque sur ce sujet-là, même si effectivement c'est vraiment par-ci par-là. C'est-à-dire que par exemple la règle, on s'est dit, moi j'ai un client par exemple qui accorde avant la crise Covid-19, bien sûr, qui a accordé 5 journées de télétravail par an. Dans le cadre de 5 journées de télétravail par an, il n'y a pas besoin de se prendre la tête outre mesure. On fait un doc très clair en disant voilà comment va se passer globalement le télétravail. Mais pour autant, il faut quand même qu'on anticipe sur ce risque-là. Malheureusement, ce risque-là, je suis obligé de l'anticiper à mon sens. Ça peut se débattre, bien évidemment, comme tout, mais en termes de conseils, moi, je le recommanderais.
D'accord. Ça Parce pourrait- que nous, c'est vraiment en mode, n'importe qui, à n'importe quel moment, te dire, demain, je dois recevoir un colis chez moi, je me mets en télétravail, c'est bon pour vous. On est Exactement. assez flex à ce niveau-là. Donc, en fait, ça voudrait dire qu'il faut par principe, on vérifie les installations électriques de Oui. tout le monde parce qu'à un moment donné, si on est flex à ce niveau-là, il faut que ça soit OK si on dit oui, quoi. C'est ça, exactement. En fait, la flexibilité doit pas être un instrument de non-contrôle et de non-garde-fou, en fait, si vous voulez. Du coup, ça peut nous rendre moins flexibles. Du coup, Ah oui. finalement, c'est C'est nous un qui peu en pâtissons, quoi. Bah, Et- Est-ce J'ai qu'on une peut- question par rapport à ça, parce qu'a priori, les gens n'ont pas forcément un matériel différent au préalable. Enfin, je prends le cadre de gens qui bossent dans le jeu vidéo, ils ont déjà des PC de gamers, et s'ils travaillent sur leur PC personnel, la responsabilité de l'installation électrique, pourquoi est-ce que, si elle n'a pas lieu de changer à cause de la nature du télétravail, parce que... Oui, allez-y, excusez-moi. non, mais si elle n'a pas changé par rapport à la nature du travail, en quoi est-ce que c'est la responsabilité de l'employeur? Parce qu'il bosse de chez lui. C'est là toute la différence, en fait. La différence, c'est que normalement, vous lui fournissez un lieu de travail. Sur ce lieu de travail, on est d'accord qu'il y a un matériel qui est mis à disposition, peu importe le matériel, et que vous en garantissez la sécurité. Vous pouvez pas reporter votre responsabilité sur le salarié en lui disant, de toute façon, tu bosses avec ton matériel, donc forcément, s'il y a un problème, c'est de ta faute. Vous comprenez cette idée-là? J'ai conscience qu'en termes de flexibilité, c'est pas souple. C'est pour ça que moi, je dis toujours, attention, là, moi, je me positionne en qualité de conseil. Par contre, la vie d'une entreprise, c'est de prendre des risques. À charge pour vous de voir le risque que vous avez envie de prendre ou pas. Et on Moi, peut pas faire signer une décharge, Ouais. justement? une décharge, ça vaut rien, une décharge. J'allais dire, est-ce qu'on peut pas demander aux gens qui veulent faire du télétravail de garantir qu'ils ont d'eux-mêmes, ils ont si. déjà vérifié que leur système électrique est Si, valide. si, vous pouvez très bien. Alors, si, vous pouvez très bien. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut à un moment donné qu'ils vous fournissent la preuve qu'ils ont bien fait intervenir un gars qui va regarder ce qu'il en est, etc., sur l'électricité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que c'était juste une décharge, mais ce serait trop facile. Déjà, je jure, oui, c'est bon, j'ai vérifié, tout est compatible. Oh, vous avez jamais rien vérifié et vous avez juste reporté encore une fois la responsabilité sur votre salarié. Vous comprenez là où je veux en venir? J'ai bien conscience que c'est pas flexible et que ça, c'est un point un peu noir. Ça, c'est le point noir du télétravail. De toute façon, ça l'a toujours été. C'est qu'effectivement, il y a une question de garantie en termes de sécurité. Et moi, je peux pas vous maintenir, je peux pas vous dire que derrière, vous n'avez pas de risque. Si je vous dis ça, je vous mens. Si aujourd'hui, je vous dis, si vous vérifiez pas, si vous faites pas l'effort d'aller regarder ce qu'il en est, très clairement, je vous dis une connerie. Je vous dis une connerie, je vais vous dire, ah oui, si, faites-le, vous allez tous le faire. Et le jour où il y a un problème, vous allez dire, mais je pensais qu'on pouvait le faire, qu'il y avait pas, on nous avait dit que c'était flex. Non, sur la sécurité, malheureusement, c'est peu flexible, en fait. Et c'est vrai que la responsabilité de l'employeur est importante. Ce que vous pouvez faire, la seule chose que vous pouvez faire, parce que organiser le truc chez tout le monde, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez effectivement demander à votre salarié de le faire, de lui rembourser, bien évidemment, quand ce sera fait. Et effectivement qu'ils prennent un peu les devants là-dessus, parce que s'il faut que vous soyez derrière chaque salarié là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais pour autant, il faut que ce soit fait. Parce que moi j'ai toujours été en télétravail depuis 2014 avec 2 employeurs précédemment et ils m'ont jamais demandé d'assurance ni de diagnostic électrique de mon côté, quoi. C'est très bien, mais moi je vous donne la règle. La règle, c'est celle-ci. J'en démordrai pas là-dessus. Vous me ferez pas changer d'avis. Malheureusement, je le dis toujours. C'est pour ça que je vous dis que le télétravail, il y a une apparence de simplicité. Non, il y a des trucs chiants. Dans les trucs chiants du télétravail, il y a ça. Il y a effectivement ce point noir. Je vous le dis, en votre qualité d'employeur, vous pouvez jamais reporter la responsabilité sur le salarié, sauf s'il fait n'importe quoi, ça c'est une évidence. Mais toujours est-il que aujourd'hui, votre réflexe, ça doit être justement d'aller regarder ces sujets-là. Profitez-en, on est en train d'en parler maintenant. C'est un élément, c'est un élément fondamental pour expliquer que, justement, je suis obligé d'aller vérifier tout ça parce qu'en fait, c'est ma responsabilité. Vous comprenez, c'est de dire s'il y a un salarié qui vous questionne dessus, vous pourrez très bien lui répondre, en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Si je le fais pas, j'ai un problème de sécurité. Vous avez une idée du coût moyen d'un diagnostic électrique? Aucune idée. Très franchement, je sais pas du tout combien peut coûter un diagnostic électrique sur ce sujet-là. Même si c'est avec son matériel, peu importe que ce soit avec son matériel ou avec le vôtre, on s'en fout. C'est vous l'employeur, c'est vous qui fournissez le boulot, donc vous devez garantir la sécurité de votre salarié. C'est d'ailleurs la preuve. La preuve en est, s'il lui arrive un truc sur son lieu de travail, c'est considéré comme quoi? C'est considéré comme un accident du travail.
même s'il se pète la gueule demain en allant chercher un café dans sa cuisine, c'est arrivé au temps et au lieu de travail, puisque ce lieu de travail, c'est chez lui. Vous voyez l'idée ? Est-ce que c'est clair pour vous là-dessus ? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que je veux pas qu'il y ait pas de compréhension vraiment sur ce que je vous donne comme argument. C'est clair. C'est clair. Du coup, ça veut dire que si un moment il décide de ne plus travailler sur son lieu de travail, enfin sur son lieu de domicile, mais peut-être d'aller travailler ailleurs, en fait, c'est soit on refait la même chose, soit en fait on lui dit non en fait concrètement. C'est ça. Alors après, c'est l'avantage. Ça peut être un critère pour refuser le télétravail, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des choses sympas. Le fait, par exemple, de faire ça dans un café qui ferait un truc qui justement développerait ce business-là. Dans ce cadre-là, c'est le café qui assume complètement la responsabilité. Il faudra le mettre dans la convention avec le café. Et je veux dire, voilà, si on est chez soi, on est obligé, même si c'est pour quelques journées dans l'année, si c'est une fois, une demi-heure, une fois, on s'en fout. Si c'est juste une demi-journée, une fois dans l'année, on s'en fout. Mais là, c'est pas le cas. Vous êtes quand même dans des modes d'organisation pérennes où effectivement, ça va être de temps en temps, mais de temps en temps, ça fait quand même beaucoup. Et même si c'est que de temps en temps, vous devez faire gaffe à ça. Ça, c'est les deux premières questions qu'on va se poser. Parmi les autres questions qu'on va se poser, on va se poser la question des frais. Ah, la question des frais. Ça, c'est une question vraiment très pénible. Excusez-moi, juste une chose. Moi, je me rappelle que j'ai 2 salariés qui viennent de rentrer dans des appartements. Est-ce que le diagnostic lors de leur entrée en tant que locataire suffirait ? Il faudrait voir en fait le contenu de ce diagnostic, pourquoi pas. Ok. Il faudrait voir le contenu de ce diagnostic parce que normalement, effectivement, le diagnostic de mémoire dans ces domaines-là, il est quand même supposé montrer s'il y a des défaillances techniques ou pas. Ok. Donc pourquoi pas ? Ça peut être une cartouche pour éviter de se... Et surtout que vous, c'est des PC, on n'est pas en train de parler d'installation de fous furieux. Bien évidemment qu'on a une consommation d'électricité qui reste, comme vous le dites, c'est des PC de gamers, ils ont l'habitude. Mais bon, je préfère me dire, voilà, il faut au moins avoir quelques éléments dessus. Pourquoi pas ça ? C'est une bonne idée. Ok, je vais leur demander ça alors. Ça me ferait économiser un peu. C'est mieux d'avoir ça que de rien avoir. Mm-hmm. Si vous avez rien, vous êtes vraiment à poil. C'est jamais bon d'être complètement à nu. Donc ça, c'est sur ce premier sujet. Merci. La question des frais, elle est essentielle parce que un salarié qui est en télétravail, il a des frais professionnels. Il a des frais professionnels parce qu'effectivement, il bosse de chez lui. Comme il bosse de chez lui, il utilise de l'énergie, il utilise Internet, il utilise plein de choses, des remèdes de papier, peu importe. Du coup, on s'est toujours demandé, mais comment est-ce qu'on fait pour prendre en charge ces frais ? Moi, je vous donne la règle et je vous donne la réalité, d'accord ? La règle d'abord, qui est chiante, et ensuite la réalité pratique. La règle, c'est que l'URSSAF, très clairement du point de vue URSSAF, il n'y a pas de prise en charge forfaitaire possible. Normalement, les frais professionnels en télétravail, on devrait les prendre en charge au réel. Sauf que pour savoir combien le gars il a consommé d'électricité à titre professionnel et à titre perso, ou encore combien il a consommé d'internet à titre professionnel ou à titre perso, bon courage. À moins d'avoir, j'en sais rien, une box internet dédiée ou des choses comme ça, je vois pas comment est-ce que c'est possible. Donc il y a une vraie contradiction avec la réalité pratique, puisque d'un point de vue URSSAF stricto sensu, là juste d'un point de vue de la règle URSSAF, normalement on ne peut pas prendre en charge les frais de manière forfaitaire. Ça n'est pas autorisé par l'URSSAF, d'accord ? Ça n'est pas autorisé par les textes en tout cas. Sauf que, en pratique, tout le monde fait des prises en charge forfaitaires. Et vous savez pourquoi tout le monde fait les choses en prise en charge forfaitaire ? Parce que c'est impossible de faire différemment. Et aussi, parce que l'URSSAF, et ça m'énerve d'ailleurs, l'URSSAF a mis en place une tolérance sur son site internet. Quand vous allez sur le site internet de l'URSSAF, ils vous disent, voilà, si le gars, il travaille à raison, par exemple, d'un jour par semaine, c'est 10 euros, c'est 10 euros par mois. Ok ? Si c'est 2 jours par semaine, c'est 20 euros par mois. Le truc, c'est que l'URSSAF nous a dit, si on fait ça, on n'a pas besoin de justificatif particulier et on bénéficie d'une exonération de charges sociales. C'est super qu'il nous ait dit ça. Le problème, c'est que le site internet de l'URSSAF, en termes d'opposabilité juridique, c'est 0. C'est-à-dire que si demain, vous avez un inspecteur URSSAF qui vient vous contrôler, même si, franchement, il serait pas sympa, il serait de mauvaise foi, il pourrait très bien vous dire, moi, sur le principe, il n'y a pas de prise en charge forfaitaire possible. Les textes, c'est prise en charge au réel. Le site internet de l'URSSAF n'a aucune valeur juridique. Par voie de conséquence, je vous redresse. Et donc, de réintégrer dans l'assiette des cotisations le forfait que vous aviez fixé. Ce qui peut monter assez vite, parce que si vous avez, par exemple, 10 salariés que vous leur filez 50 euros par mois, sur 3 années,
ça peut quand même faire une somme un peu importante sur ce sujet-là. C'est un petit peu dommage. C'est dommage que le gouvernement n'ait pas saisi la crise du Covid-19 pour sécuriser cette question. Aujourd'hui, en pratique, tous mes clients, je vous le dis, font du forfaitaire. C'est pas possible de faire différemment, mais tous mes clients, malheureusement, sont en risque parce qu'ils ont été incapables de nous pondre un texte clair sur le sujet, nous autorisant à le faire. Voilà. Donc, en pratique, faites du forfaitaire, puisque faire au réel, je vous dis, franchement, bon courage pour savoir si le gars il a consommé ou pas de l'électricité, etc. C'est impossible, d'accord. Donc, pour répondre, il y avait des suggestions là-dessus. Les frais, c'est même si c'est un jour, même si c'est de temps en temps, c'est quand même des frais. Donc, il faut se poser la question dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on les indemnise. Si c'est vraiment pérenne, on peut mettre en place une règle qui est très claire. Si c'est que de temps en temps, bon, là, la question est un peu plus délicate. Est-ce que c'est clair pour vous, cette question de frais? Oui, mais donc ça veut dire que c'est obligatoire de faire une allocation de prise en charge des frais des comptes télétravail. D'accord. Et oui, parce que c'est la même chose, c'est la même question que la sécurité. Ils bossent pour vous. Dans ce cadre-là, ils consomment pour vous. Il n'y a pas de raison qu'ils supportent pour vous la moindre chose, parce qu'effectivement, sinon c'est comme si c'était défalqué de son salaire, ce qui n'est pas possible. Quand il bosse dans un établissement, on lui fournit les moyens. Il n'a pas besoin d'engager de l'argent pour bosser. C'est vous, employeur, qui engagez de l'argent pour bosser. Moi, je suis chef d'entreprise. Tous les jours, j'engage de l'argent pour travailler. Le salarié, lui, il n'engage pas d'argent pour travailler. Il est payé pour travailler. C'est la différence. Donc, on prend en charge cette... Est-ce que la prime Covid peut être assimilée à une prise en charge Non. de ces frais-là? Non, parce que la prime Covid, c'est la prime PEPA, c'est la prime de pouvoir d'achat. Oui. Non, parce que cette prime n'est pas une prime qui a pour lieu de récompenser finalement. Cette prime, c'est une prime de pouvoir d'achat. Elle a pour objectif de récompenser le travail fourni par les salariés dans un contexte un peu particulier qui est le Covid-19, d'accord? Mais il y avait déjà, c'est pas que le Covid-19 parce que la prime de pouvoir d'achat, elle existait déjà avant le Covid-19. Donc c'est une prime qui est une vraie prime qui a le caractère de salaire. Elle récompense un travail. Là, c'est des frais professionnels. C'est juste des moyens que j'ai engagés pour pouvoir bosser. Dans ce cadre-là, que je sois en télétravail ou pas, les frais professionnels doivent toujours être remboursés par l'employeur et sont complètement exonérés de charges sociales. Donc, j'ai l'obligation de les prendre en charge, et deux, ils sont exonérés de charges sociales avec, comme je vous l'ai dit, ce débat. Je ne pense pas que l'URSSAF redressera dessus parce que franchement, il serait vraiment de mauvaise foi, il s'en prendrait plein la gueule, je pense, avec le fait que les entreprises ont suffisamment à faire, mais c'est une possibilité. Question sous-jacente, est-ce que je dois donner une indemnité de télétravail, d'après vous? Non. D'autres réponses que ce nom ferme et définitif? Non. J'avais une petite question liée à ça d'ailleurs. Est-ce que les freelances sont sur la même problématique par rapport à ça ou Non, ils ne sont pas en télétravail. Ouais, d'accord. Non, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas de salariés. Oui. Donc on n'a pas d'obligation vis-à-vis d'eux. Non, eux, on s'en fout de leur vie. D'accord. Non, mais je reviendrai sur les freelances parce que j'en ai parlé dans le cadre de la sous-traitance et ça, c'est important. Et les freelances, c'est pas les salariés, donc ils n'ont pas les mêmes droits que les salariés. Ça, c'est l'évidence. Donc, est-ce qu'il y a une autre suggestion que le non ferme et définitif que j'ai reçu? Est-ce qu'il y a une argumentation derrière tout ça, surtout? En fait, c'est un commun accord, voire une demande du salarié, donc on va pas le payer en plus pour être chez lui. Enfin, je sais pas. Ça dépend. En fait, si vous êtes en full télétravail, si demain vous n'avez plus aucun établissement au sein duquel le salarié peut travailler, vous serez obligé de lui verser une indemnité d'occupation de domicile, qui est une indemnité. Ça n'arrivera pas. Donc, il n'est pas une indemnité qui est une indemnité qui a le caractère de salaire, donc elle est soumise à charge sociale. Globalement, comment est-ce qu'on l'évalue? En fait, on prend le nombre de mètres carrés qui est occupé par le salarié. Par exemple, il occupe 10 mètres carrés sur 70 mètres carrés. On prend la valeur locative et donc on fait un produit en croix et ce qui nous donne en fait l'indemnité qu'on doit verser au salarié. Donc, si j'ai que 10 mètres sur 70, je prends cette valeur que je multiplie par la valeur locative et j'obtiens mon résultat et mon indemnité que je dois verser. Ça, c'est pour les entreprises qui sont en full télétravail demain. Faites attention à ça. Alors, moi, je vous dis ce que j'ai fait avec mes clients qui ont fait du full télétravail. On n'en verse pas. Parce que chaque année est une année de gagner. C'est pas bien. Mais bon, moi, je conseille les chefs d'entreprise. Je leur dis, il y a très peu de salariés qui sont au courant de ce principe-là. Donc, de toute façon, s'il y a un risque,
Bon, bah de toute façon, le rappel de salaire, c'est sur 3 ans. Donc, mon salarié, pendant 20 ans, il va pas avoir d'indemnité de télétravail sur ce sujet-là. Et un jour, il va se réveiller, bah, il pourra me faire un rappel de salaire sur 3 ans. Donc, finalement, moi, j'aurais gagné 17 ans. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour traiter du bien et du mal. Je suis là pour vous dire comment est-ce qu'on fonctionne et ce qui est possible de faire, etc. Donc, vous voyez, déjà, voilà, question, on a quand même déjà abordé quand même pas mal de questions parce qu'on s'est posé la question de, finalement, des cadres spécifiques de la sécurité. On s'est dit, ah, tiens, comment est-ce que ça se passe au niveau des frais? Mais il y a d'autres questions qu'on doit se poser. On doit se poser la question de la charge de travail et de la maîtrise finalement de la charge de travail. Dans ce cadre-là, et là je vais donner la parole à Élodie sur ce sujet-là, il y a un truc qui est pas mal du tout. On vous mettra à disposition d'ailleurs la synthèse qu'on a fait de ces documents. La CNIL en fait a fait un truc qui est pas mal du tout sur ce sujet pour savoir en fait comment ça se passe sur la charge de travail. Ça a été dit tout à l'heure et ça a été d'ailleurs très bien dit de manière remarquable. Effectivement, vous restez employeur du salarié, donc vous devez contrôler sa charge de travail. Il faut un document de décompte du temps de travail d'une manière ou d'une autre. Le tout, c'est pas être abusif dans la surveillance. Faut pas qu'il y ait une surveillance permanente, etc. sur ce sujet. Dans ce cadre-là, la CNIL a pris des préconisations, des recommandations. On les enverra à Mathilde et à Théo dans ce cadre-là, juste pour que vous les ayez. De toute façon, alors c'est très simple, c'est très opérationnel, donc c'est très lisible. C'est pas du langage juridique chiant. C'est vraiment hyper accessible. Et Dolly, je te laisse juste expliquer un peu en quelques mots, en synthèse, finalement les recommandations sur la charge de travail et ce qui est proposé par la CNIL et ce que surtout on ne doit pas faire. Par exemple, les éléments de surveillance permanente, des choses comme ça. Vas-y, je t'en prie. Merci. Alors oui, en effet, l'importance du contrôle de la charge de travail du salarié, elle est sur deux volets, c'est-à-dire qu'il y a votre volonté de vérifier si le salarié qui est en télétravail travaille, mais il y a aussi le deuxième volet, c'est sur la charge de travail et vérifier donc que le salarié ne dépasse pas les durées maximales de travail. Et pour ça, la CNIL, elle a donc sur son site internet, on vous a fait, comme elle l'a expliqué Sofiane, on vous le transmettra, un document de synthèse, des préconisations et des recommandations pour les employeurs pour mettre en place des outils de contrôle de l'activité des salariés, puisqu'en effet, le contrôle de l'activité des salariés, elle peut pas être ça peut pas être un contrôle constant. Vous verrez, notamment la CNIL indique que la surveillance constante au moyen de dispositifs de vidéo, c'est-à-dire demander aux salariés d'être sur une plage horaire déterminée, constamment filmé, donc c'est totalement interdit. Et identiquement pour un dispositif audio, la même manière, le partage d'écran pour vérifier ce que fait le salarié, ou même la mise en place de logiciels dits keylogger, c'est-à-dire des logiciels où on enregistre la frappe des salariés. Donc, tout ce type d'outils de contrôle du travail du salarié sont interdits. Donc, il y a d'autres outils qui peuvent être mis en place pour pouvoir contrôler le temps de travail du salarié. Alors, la CNIL nous donne quelques outils. Par exemple, j'ai entendu, ça a été abordé dans le cadre de nos échanges, la mise en place d'objectifs journaliers ou hebdomadaires, ce qui permet de contrôler la réalité du travail effectué par le télétravailleur, le fait d'effectuer des comptes rendus réguliers avec le salarié, se donner des rendez-vous téléphoniques ou en visio pour faire un point sur la charge de travail de manière assez régulière. Et là-dessus, sur la charge de travail, je rappellerai également que l'employeur doit, y compris pour les télétravailleurs, et je dirais même surtout pour les télétravailleurs, organiser à minima annuellement un entretien avec le salarié pour justement pouvoir discuter avec lui de sa charge de travail. Donc effectivement, pour compléter ce que vient de dire Élodie, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le télétravail, c'est pas non plus la fête du slip. Il y a quand même une organisation à avoir. Il faut contrôler l'activité de vos salariés. À vous de voir comment est-ce que vous voulez la contrôler. Ça peut se faire de manière plus ou moins rigoureuse. Moi, j'ai vu beaucoup de débats sur ce sujet-là, où j'avais beaucoup de gens sur LinkedIn ou autres disant mais c'est pas normal, le contrôle du télétravail, on nous flique, où est l'autonomie, les managers 2.0, machin, etc. Et moi, en tant qu'employeur, je suis responsable de la charge de travail de mon salarié, ne serait-ce que pour savoir s'il fait ses 35 heures et s'il a fait des heures supplémentaires, des choses comme ça.
Après, même pour le forfait jour, je dois aussi contrôler sa charge de travail. Donc, que peu importe votre organisation en termes de durée du travail, c'est important que vous ayez ces temps d'échange. Travailleur isolé, ça c'était très intéressant, ça a été dit. Effectivement, qu'on ait quand même des temps d'échange collectifs, etc. Vous pouvez pas vous en passer. Bien au contraire, je pense que le télétravail nous interroge beaucoup plus sur comment est-ce qu'on va organiser le travail, comment est-ce qu'on va créer une osmose justement dans notre équipe. Et il faudra des documents, des comptes du temps de travail qui peuvent être des documents plus ou moins rigoureux en fonction de vous, votre politique, etc. Mais vous pouvez pas vous en passer. Si vous vous en passez, c'est là où justement on peut avoir des risques finalement vis-à-vis de nos salariés avec des rappels de salaire, des choses comme ça, parce que justement on n'a pas contrôlé la charge de travail de nos salariés. Ça, voilà, c'est un point qui était important. C'est abordé par la CNIL. On vous filera une synthèse. Et bien évidemment, tout ceci peut être anticipé en amont avec justement la charte ou des choses comme ça. Est-ce que c'est clair pour vous? Très clair. Ça veut dire qu'il faut un suivi précisément de chaque salarié de ses horaires, enfin, ou j'ai mal compris? Vous pouvez, par exemple, ça dépend de votre organisation. Normalement, sur le principe, en votre qualité d'employeur, de toute façon, télétravail ou pas télétravail, vous avez l'obligation de suivre le temps de travail de vos salariés. Si on est sur un travailleur qui est à 35 heures, d'accord, sur une base classique, 35 heures hebdomadaires, je parle pas des forfaits jours, c'est un autre sujet parce que les forfaits jours, il y a tout un autre suivi à avoir, etc. Pour les salariés qui sont en 35 heures, les choses sont claires. À partir du moment où il fait plus de 35 heures, il y a du temps de travail supplémentaire, des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées comme telles, ou le cas échéant qui sont compensées en repos compensateur quand on a un accord collectif qui le prévoit. Dans ce cadre-là, comment est-ce que vous faites si demain vous n'avez aucun suivi de contrôle? C'est-à-dire que vous avez jamais mis en place, par exemple, c'est tout bête, hein, ça peut être un document Excel simplement ou un document Word où je mets les entrées, la date d'arrivée, la pause, la date de sortie, l'heure de sortie, etc. C'est des choses très simples, très concrètes, contresigné par le salarié, soit sur la semaine, soit au le mois, où on fait le point à chaque fois. Ça, c'est vécu par beaucoup de salariés comme étant hyper intrusif, sauf qu'en fait, c'est une obligation. Si je le fais pas, si demain, j'ai un litige avec le salarié sur la question des heures supplémentaires et que lui, par exemple, me produit un tableau pour dire qu'il a bossé de temps à temps, moi, je serai à poil et j'aurai rien pour démontrer que j'ai contrôlé le temps de travail de mon salarié. Donc, peu importe votre modalité de contrôle, ça peut être des moyens plus ou moins modernes, mais il y a un moment donné, il faut suivre les horaires de travail des salariés. Et la flexibilité, ça doit pas être, justement, encore une fois, ça ne doit pas vous faire oublier que vous avez cette obligation en tant qu'employeur de bien contrôler la charge de travail et le temps de travail de votre salarié. Si vous n'avez rien, que ce soit en télétravail ou pas en télétravail, demain, l'inspection du travail, n'importe qui va pouvoir finalement vous retoquer parce que justement, vous n'avez pas mis en place d'outils de contrôle du temps de travail. Ça peut être plus ou moins intrusif, ça peut être des badges, ça peut être n'importe quoi. Le tout, c'est de voir comment est-ce que vous voulez fonctionner avec vos salariés. Et effectivement, au-delà de cette question de suivi, c'est important d'avoir des entretiens réguliers pour éviter qu'on soit isolé, etc. Ça, c'est un sujet spécifique au télétravail. Donc, il y a un sujet qui n'est pas spécifique au télétravail, qui est le contrôle du temps de travail. Et puis, un autre sujet qui est bien spécifique au temps de travail, qui est effectivement de se dire, voilà, on est dans un cadre où on est éloigné de l'entreprise. Donc, il faut essayer de maintenir ce lien avec l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Et ça, c'est tout à chacun de le définir. Est-ce que pour vous, c'est clair, ce sujet-là? Très clair. Voilà sur ce que je voulais vous dire sur les conditions de travail. Donc, vous voyez, encore une fois, je le rappelle, hein, franchement, c'est le télétravail ne signifie pas qu'il faut pas s'organiser, ne signifie pas qu'il faut finalement essayer de se poser les bonnes questions sur le contrôle du temps de travail, le fait qu'effectivement, il faut au moins un entretien annuel dédié au télétravail. Aussi rappeler en fait aux salariés sur les données personnelles l'importance de bien respecter le RGPD, les trucs comme ça. Et justement, vous verrez que dans la charte télétravail, on a traité ce sujet-là. On peut traiter aussi de la déconnexion. Hein. La déconnexion, vous savez que c'est quand même le sujet du 21e siècle aussi, hein, de dire voilà, effectivement, là on voit bien. Moi, je suis dans ma voiture, je reviens d'audience. Je suis parti ce matin à 4 heures du matin et je suis encore en train de travailler. Donc, quand est-ce que je vais me déconnecter? Parce que je peux être tout le temps en train de travailler. Il me suffit. Moi, j'ai besoin d'un ordinateur et d'un téléphone portable. Bon, peut-être que pour vos développeurs ou autres, c'est peut-être un peu différent. Il y a parfois besoin de se poser. Mais moi, concrètement, je peux travailler tout le temps, jour et nuit. Donc, la déconnexion, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va la traiter, cette déconnexion. Ça, c'est pareil. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez vous organiser. Et le télétravail, c'est ça que ça interroge. C'est des questions concrètes comme ça, qui peuvent être écrites comme non écrites. À vous de voir comment est-ce que vous voulez organiser les choses. C'est quand même bien d'avoir quand même un minimum de règles écrites pour éviter que derrière on ait des débats sur comment est-ce qu'on doit faire les choses. Donc
Voilà comment est-ce que marche le télétravail. Finalement, vous voyez, les choses sont assez claires sur le sujet. Il faut que vous anticipiez ces sujets-là. Et la charte télétravail, vous allez voir, elle est un peu fastidieuse, mais elle vous permettra peut-être justement de vous poser les bonnes questions et de répondre à des questions très concrètes sur le télétravail. Le dernier point qui était important, c'est le Covid-19. Le Covid-19, c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce que on est dans le cadre d'un épisode d'épidémie qui est prévu par la loi. La loi, en fait, elle a anticipé. On peut imposer, et là, c'est vraiment la différence avec ce que je viens de vous dire. Depuis tout à l'heure, je vous dis, il faut l'accord quand même du salarié, qui peut se matérialiser par n'importe quoi. Là, quand on est dans un épisode de pollution, un épisode d'épidémie, etc., eh bien, en tant qu'employeur, je peux imposer le télétravail, d'accord? Parce que effectivement, j'ai pas le choix. Là, l'idée, pourquoi est-ce que j'impose le télétravail? C'est une condition de survie. Si je mets pas en place le télétravail, la boîte elle ferme, puisqu'elle fait plus de chiffres, elle peut plus produire. Donc la boîte elle ferme. Donc l'idée, si vous voulez, de cette règle particulière, c'était justement d'anticiper. Là, on avait première règle, première hypothèse, c'est un mode d'organisation globale de l'entreprise sur ce qu'elle veut faire, etc. Là, ici, dans ce mode d'organisation, on se met d'accord, on met des règles plus ou moins précises, etc. On prend en charge plus ou moins, etc. Ça, ok. Là, ici, rien à voir. C'est, j'ai pas le choix. Il y a un épisode d'épidémie. Je fous tout le monde en télétravail parce qu'effectivement, il y a des préconisations du gouvernement sur ce sujet-là. Et derrière, eh ben, je peux continuer à produire et continuer à faire du chiffre. Donc, c'est une question de survie. C'est pour ça que je peux l'imposer aux salariés. Ok. Le seul sujet, mais alors ça, j'ouvre la parenthèse, mais je vais la refermer aussitôt. Bien évidemment, si vous avez eu recours à l'activité partielle, les gars qui ont été en activité partielle ne pouvaient pas télétravailler en parallèle, hein, parce que qui dit activité partielle dit chômage partiel, parce que j'avais plus de boulot à filer à mes salariés. Bon, ça c'est un petit sujet, mais je pense pas que vous soyez concernés par ce sujet-là. Voilà un peu, finalement, globalement, ce que je voulais, ce sur quoi je voulais vous attirer votre attention. Je pense que les choses sont à peu près claires, en tout cas j'espère qu'elles sont à peu près claires. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible parce que le sujet est vaste. Dans les documents qu'on vous fournira, on vous fournira donc, on va vous fournir un guide, donc quelques questions-réponses sur le télétravail, des choses qu'on a déjà vues ensemble, le projet de charte télétravail, le passage télétravail si vous voulez vous simplifier la vie, également un résumé un résumé des recommandations de la CNIL, et le dernier point. Ça aussi, on vous le fournira. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu voilà, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé d'un accord national interprofessionnel. C'est quoi ce truc? Un accord national interprofessionnel, comme son nom l'indique, c'est un accord collectif, donc qui va venir en fait réglementer un certain nombre de choses, qui est conclu au niveau de la France entière et qui a vocation à en fait finalement réguler plusieurs professions. Le truc, c'est que cet accord, on en a un sur le télétravail qui date de 2005, qui prévoit un certain nombre de choses. Par exemple, il faut qu'on ait la réversibilité. La réversibilité, c'est la possibilité pour le télétravailleur de revenir à un poste sans télétravail. Pareil, on doit prévoir une adaptation, une clause d'adaptation. On doit prévoir un certain nombre de choses sur les outils finalement de travail du salarié, etc. Bon, cet accord, déjà l'accord de 2005, il pose un certain nombre de questions, notamment sur son applicabilité. A priori, moi je dirais qu'il peut s'appliquer pour vous, mais il faudrait faire une étude un peu complémentaire. Je rentre pas dans le débat parce qu'en fait, en gros, il a été signé par le MEDEF et la CPME et l'UPA. Et la MEDEF et le CPME, même si effectivement on représente beaucoup d'entreprises, ne représentent pas toutes les entreprises. Par exemple, le MEDEF et le CPME ne représentent pas les professions libérales ou encore la CPAM, l'URSSAF, etc. Ok. Donc ça, c'est le premier sujet. Et là, récemment, il y a eu un accord national qui a été signé par encore un nouvel accord sur le télétravail qui ne remplace pas celui dont je viens de vous parler, pour l'instant qui n'a pas vraiment de valeur juridique. On nous dit dans cet accord que bon, il n'a pas une valeur normative, qu'il est là pour donner en fait une guidance finalement sur un certain nombre de sujets sur le télétravail. On vous a fait un résumé. Élodie, tu vas en parler juste en synthèse de chez Synthèse. Alors oui, en quelques mots, cet accord, il reprend, si vous voulez, les dispositions de l'accord national interprofessionnel de 2005, comme le disait Sofiane,
le volontariat, les questions de double volontariat, de réversibilité, tout ce qui est déjà plus ou moins contenu dans ce qu'on fait aujourd'hui par l'intermédiaire de chartes ou dans les documents unilatéraux de mise en place du télétravail. La seule nuance, c'est qu'aujourd'hui, cet accord national interprofessionnel, il ajoute la question du télétravail et notamment dans le cadre du dialogue social. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui va se poser pour vos structures, mais en tout cas, voilà, l'idée est de prévoir par l'intermédiaire d'accords collectifs ou de la charte sur le télétravail les modalités de mise en œuvre du dialogue social, donc du dialogue avec les représentants du personnel. Et le deuxième volet, on va dire important, à mon sens, sur ce nouvel accord, c'est que il préconise aux entreprises d'organiser les modalités de recours au télétravail dans le cadre de circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme l'a justement expliqué Sofiane, le télétravail dans le cadre d'épidémies ou d'épisodes de pollution, il est prévu par le Code du travail. Là, l'accord national interprofessionnel recommande aux entreprises de prévoir par l'intermédiaire de chartes les modalités d'organisation du télétravail. L'idée étant que de ne pas se retrouver, comme ça a pu être le cas en mars, un peu surpris par cette obligation de mettre tout le monde en télétravail dans l'entreprise pour faire perdurer l'activité de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est la synthèse, c'est un objet juridique. Bon, on ne sait pas encore trop ce que ça va donner ce truc, et en fait, pour être parfaitement honnête avec vous, c'est une pression qui a été mise par le gouvernement sur les organisations patronales et syndicales de négocier rapidement sur ce sujet-là. Franchement, on n'en avait pas besoin, ça sert pas à grand chose. Encore un truc vraiment qui fait du vent. Bon, on verra ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on vous a donné les grands principes. À charge pour vous d'arbitrer, bien évidemment, parce que la vie d'une entreprise, c'est une vie où on prend des risques de toute façon. On a essayé de faire en sorte que ce soit le plus accessible, le plus facile pour vous. Vous allez avoir quand même pas mal de choses parce que vous allez avoir une charte télétravail, vous allez avoir un document de passage du télétravail, un guide sur le télétravail, les recommandations de la CLIN et aussi une synthèse de l'accord dont on a parlé qui sert pas à grand chose, mais qui est quand même important de savoir qu'il existe et qu'il va prévoir des choses plus ou moins importantes pour l'avenir. J'espère pour vous que les choses sont quand même plus claires, qu'on vous a alerté quand même sur certains points. On a vraiment essayé d'être le plus synthétique possible pour pas vous prendre la tête avec des sujets juridiques. Vous avez compris quand même qu'on a quand même quelques obligations. Et puis alors, je le redis, malheureusement ou pas, les freelances, c'est hors sujet parce qu'ils sont pas salariés. Donc les freelances, ils s'organisent comme ils veulent, on s'en fout, c'est des chefs d'entreprise, les freelances, même s'ils n'ont pas de boîte à trop parler et qu'ils sont que auto-entrepreneurs, en fait, c'est leur problème. Les freelances, ce qu'il faut, c'est bien faire gaffe à ce que j'avais expliqué dans le cadre de la sous-traitance, à savoir l'obligation de vigilance, des choses comme ça. Mais sinon, à part ça, en fait, ils sont concernés par rien du tout de ce que je viens d'expliquer. Voilà. J'ai une question sur la partie Covid. Merci, c'était super clair. Franchement, ça fait du bien. C'était péchu et clair. Juste pour bien être sûr sur le Covid. Donc, je comprends bien que la différence avec le Covid, c'est qu'on peut imposer le télétravail sans avoir l'accord du salarié. Mais j'imagine que toutes les autres conditions du télétravail s'appliquent, que ce soit prévenir les risques et donc avoir l'assurance, l'attestation électrique, la charge de travail, le remboursement des frais, tout est pareil, c'est juste qu'on peut imposer en fait. C'est ça, la seule différence elle est là. Alors après, c'est l'indulgence, c'est-à-dire que si demain on a un contentieux sur ce sujet-là, est-ce qu'il y aura plus ou moins d'indulgence là-dessus. Mais je peux vous assurer que organiser le télétravail et l'anticiper, c'est important parce que moi, je vous donne par rapport à mon prisme, qui n'est pas forcément un prisme toujours juste, parce que bien évidemment, c'est par rapport à mes clients là actuellement. Mais moi, ce que je peux constater, c'est qu'il y a de plus en plus de frustration justement on sent qu'il y a des gens qui pensent aujourd'hui que le télétravail est un droit, et j'ai aujourd'hui des gens qui refusent de reprendre leur poste, etc., alors même qu'on n'a pas le choix. Donc vous, à mon avis, vous serez moins concernés par ces sujets-là parce que c'est naturel pour vous. Moi, c'est pareil. Avec mon associé, quand on a créé le cabinet, le télétravail, il était naturel. On a besoin de notre ordi, on a besoin de notre téléphone, et puis basta. Mais dès qu'on commence à avoir un peu de monde, on est obligé de s'organiser un minimum. Voilà. Et ce que je voulais faire, c'est justement que vous ayez compris ça.
en fonction de vos structures, nous, avec Mathilde, on s'est dit, on va quand même vous proposer une charte parce que je connais pas toutes vos structures. Il y a des petites structures où la charte sera pas utile parce que c'est trop complexe et c'est pas pratique. Mais pour les structures un peu plus, un peu plus structurées, justement, oui, peut-être que ça va être utile. Donc, en fonction de vous, votre étape, de là où vous en êtes dans votre développement, là, l'idée, c'est en conseil, voilà, quelques réflexes qu'il faut demander à mon salarié, quelques frais peut-être à prendre en considération, et on se met d'accord, on fait aller sur 2 pages. Voilà comment ça va se passer, etc. Ça mange pas de pain, ça permet de s'organiser, d'anticiper si demain il y a un problème. Je sais que on a envie de faire confiance, mais ouais, je vous le dis, la confiance n'exclut pas de contrôle parce que vous restez employeur et que demain, si vous avez rien fait, vous serez à poil et vous allez le payer très cher. C'est un peu dommage quand on sait que justement, finalement, c'est pas si prise de tête que ça. Je sais que c'est de la charge administrative, mais quand on crée sa boîte, de la charge administrative, on en a. Voilà. C'est très clair, merci. Voilà. Merci Sofiane et merci Elodie, c'était vraiment super, quoi. C'est vraiment très clair, très synthétique en plus, vraiment pas prise de tête, c'était très bien, merci beaucoup.